C'est un symbole qui déchaîne les passions dans le débat politique. Le voile. Le voile. Le port du voile. Et d'abord à l'école dès 1989. Trois... Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Vous regrettez qu'elle soit molle? Je ne comprends pas bien. Bah, disons que je crois que dans son souci... Non, mais ce n'est pas une question de droite. La laïcité, c'est une grande valeur de gauche, vous savez bien. Historiquement, c'est une valeur de gauche. La droite s'en est ensuite emparée, comme tous les républicains. C'est une très bonne chose. Moi, je suis... En fait, moi, à la base, je suis pour la laïcité extrême. Vous voyez, comprenez? Moi, je suis pour la laïcité extrême. Parce que tout ça... Je pense par exemple à l'essayiste et à la journaliste Caroline Fourest. Quand tu dis, Benoît, que sa laïcité est douteuse, quand tu parles de néoconservateurs, y compris par rapport à des gens de gauche, à des républicains qui sont engagés. Moi, ma laïcité, c'est celle de Caroline Fourest, c'est celle d'Elisabeth Badinter, c'est celle de ces femmes qui se sont battues dans ton département pour la crèche Babilou. C'est ça, parce qu'il y a... On retrouve en direct de Paris Laurence Marchand-Taillade. Vous êtes présidente de l'Observatoire de la laïcité dans le Val d'Oise. Aujourd'hui aussi à leur congrès à Lille, puisque je suis quelqu'un de tenace, donc je tenais à être à Lille puisque Tariq Ramadan y était aussi. J'ai l'intention de rendre un rapport. En l'occurrence, oui, la démocratie est complètement bafouée et en l'occurrence la laïcité aussi. La laïcité est battue en brèche par de tels incidents et de tels comportements dans un pays qui reste une démocratie. Totalement. Nous voulons l'application de la laïcité dans sa lettre et son esprit. Alors que ces personnes-là vomissent la laïcité sur notre propre territoire, contre notre système d'organisation, contre la laïcité. C'est une citoyenneté qui dit respecter la laïcité. La laïcité leur pose un problème. Alors nous le répétons, nous n'avons aucun problème avec la laïcité. Bonjour, que la paix soit sur vous. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, ce rendez-vous mensuel. Et comme d'habitude, nous allons poursuivre nos réflexions en 3 temps. D'abord avec cette réflexion autour de notions importantes sur lesquelles nous allons nous arrêter. Et puis un deuxième temps va considérer une question d'ordre social. Et puis enfin, une réflexion sur une notion spirituelle et sur une perception de cette notion dans le cadre de notre spiritualité ou de notre engagement par rapport à notre foi, par rapport à notre engagement. Alors, pour la première partie, nous allons aborder une série de notions qui sont importantes dans le monde francophone. Importantes dans le monde francophone, centrales dans les débats qui ont cours aujourd'hui en France. La notion de laïcité sera centrale dans notre réflexion aujourd'hui parce que, bien entendu, elle a un impact, elle a une histoire en France, mais elle l'a aussi en Belgique, le monde francophone européen, en Suisse romande qui est juste à côté. Et puis, par la force des choses, cette notion a un impact dans toute l'Afrique. C'est vrai en Afrique du Nord, au temps de la colonie jusqu'à aujourd'hui, comme en Afrique subsaharienne. Cette notion est partout. Et on en retrouve également des dimensions, ou en tout cas un impact certain. C'est vrai, aujourd'hui en Turquie, la laïcité turque a une histoire et souvent on s'y réfère pour réfléchir à ce qu'on entend par là et quels en sont les contours. Alors, j'aimerais m'arrêter dans un premier temps sur la notion de la laïcité elle-même. Parce qu'on ne peut pas comprendre la laïcité et la teneur de cette notion dans le débat actuel en France si nous ne revenons pas à 2 choses. La première des choses, c'est la profondeur historique. D'où est-ce que cela vient et pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là? Et avec la profondeur historique, les acteurs du débat. Et c'est important parce que la forme que prend la laïcité dépend de l'histoire qui lui donne sens et des acteurs qui lui donnent forme. Alors, si on s'arrête et si on reprend ceci, il faut comprendre que on a appelé la France pendant longtemps la fille aînée de l'Église, c'est que le débat entre 2 pouvoirs est un très ancien débat qui remonte au Moyen-Âge et qui va traverser même toute la période de la Renaissance, et devenir particulièrement important au XVIIIe siècle avec les philosophes questionnant l'autorité religieuse et arrivant
à la Révolution française. Ça va très très loin, ça remonte à très très loin. Et quel était le conflit majeur? Le conflit majeur était cette tension qu'il y avait entre le pouvoir du pape et le pouvoir du chef de l'État français. Et l'on était roi et l'on était monarque au nom de Dieu, de droit divin. C'est-à-dire que le pouvoir de l'Église qui provient de Dieu était ce qui légitimait le pouvoir du monarque qui exerçait son pouvoir sur les hommes au nom du droit divin. C'est donc une hiérarchie des pouvoirs qui vient de très très loin et qui va avoir une première contestation. Et cette première contestation, elle est intellectuelle, elle est philosophique, elle est rationnelle. C'est le moment de la Renaissance, de l'humanisme, de la redécouverte par le monde occidental et en particulier en France, de l'héritage grec. Et à ce moment-là, va se poser la question du pouvoir, de comment distinguer le pouvoir de Dieu qui s'impose et le pouvoir des hommes qui cherchent à s'émanciper, la rationalité qui libère et la foi qui s'impose. Donc une autorité qui vient du haut et une autorité qui se construit à partir de la faculté humaine. Moi, j'ai tendance à faire remonter la laïcité, évidemment sans commettre d'anachronisme. Le mot ni le concept n'existait à la Renaissance. Pourquoi la Renaissance? Parce qu'à la Renaissance, il y a des hommes et quelques femmes qui ont cette audace incroyable de vouloir penser par eux-mêmes, de s'affranchir des dogmes aussi bien scientifiques que religieux. Et c'est précisément la démarche laïque, celle qui consiste à sortir de ses propres conditionnements. C'est de ce point de vue-là une tension qui va s'exprimer au Moyen-Âge et qui va s'exprimer avec la Renaissance et au moment de l'humanisme et qui va continuer, qui va traverser ces siècles. Et là, je suis en train de parler du 15e, du 16e, du 17e siècle, jusqu'aux discussions essentielles qui vont mettre en tension l'émergence des philosophes des Lumières et on le sait, dans l'ordre de leur construction et pas forcément dans l'ordre de leur vie. Mais il y a Diderot qui pose les questions essentielles de la rationalité, il y a Voltaire et Rousseau et il y a Montesquieu, qui sont ceux qui sont les visages les plus connus de la revendication rationnelle par rapport à l'autorité religieuse, au point d'arriver et d'être ceux qui vont inspirer la Révolution française. Et la Révolution française, qu'est-ce qu'elle met en avant? Ce qu'elle met en avant, c'est d'abord la rationalité, au point même d'être allé dans l'excès. La déesse raison qui va produire même la terreur au nom de la raison. C'est-à-dire que ce contre quoi on a lutté, c'est-à-dire l'imposition de l'autorité par la foi et l'Église qui peut aller jusqu'à la terreur, s'est retrouvé dans l'histoire après la Révolution française à un moment donné où on pouvait terroriser au nom de la raison. Mais ça, c'est un autre sujet. Il est important quand même parce que ce que ça veut dire, c'est que dans tous les excès, il y a du mal et que tout est dans une question d'équilibre. Mais ce que vont poser comme question les philosophes, c'est effectivement, au nom de la rationalité, des Lumières qui émancipent, questionner la lumière qui s'impose, c'est-à-dire l'autorité du pape et l'autorité de l'institution de l'Église en tant qu'autorité, avec tout ce que ça pouvait vouloir dire. Si vous étiez dans la critique de l'Église, on vous censurait, vous pouviez devoir quitter le pays, vous deviez être en exil. Ce qui est très important à Genève pour Voltaire, c'est d'une part d'être à côté de la France, mais juste de l'autre côté de la frontière, et donc d'éviter les attaques éventuelles qui viendraient des autorités françaises, parce qu'il est devenu très méfiant. Et donc, vous connaissez Montesquieu qui parle de comment peut être perçant pour faire une critique sur l'Église et l'autorité française. Vous connaissez Voltaire qui parle de Mahomet parce qu'il est en train de critiquer l'Église catholique et qui parle des Quakers dans d'autres ouvrages pour critiquer l'Église catholique. Donc c'était des critiques qui passaient par d'autres pour éviter la censure d'ici, l'autorité de l'Église. Quand ils arrivent au Panthéon, c'est la nuit. Et puis, il manque quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que l'évêque, qui devait consacrer l'arrivée de
Voltaire au Panthéon est absent. Parce que, en tant qu'ecclésiastique, il ne voulait pas recevoir la dépouille d'un homme qui avait combattu l'Église tout au long de sa vie. Et donc on est dans un vrai débat ici de pouvoir et dans une vraie lutte de pouvoir où et sur quoi on va fonder la pensée humaine et la liberté. La liberté, elle est essentielle à ce moment-là parce que, au nom de la liberté et de la liberté rationnelle, questionner l'autorité de l'Église qui, au nom de la foi, empêche de penser. Elle ne veut surtout pas qu'on pense contre l'Église. Pas que l'on pense contre la foi, parce que ça, à la limite, ça peut aller, mais quand on pense contre l'autorité de l'Église, on met l'Église en danger. Ce moment-là, il est essentiel du XVIIIe siècle, parce qu'il est l'émergence de cette vraie question, et qui va poser deux choses qui sont essentielles à la question de la laïcité aujourd'hui. La première des choses, c'est la question du pouvoir. Qui a le pouvoir et qui décide? Est-ce que le pouvoir vient d'en haut au nom de Dieu, ou est-ce que le pouvoir se négocie venant d'en bas au nom de la rationalité humaine? Et vous savez bien qu'ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le pouvoir du monarque face à l'émergence d'une pensée démocratique, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, du bas vers le haut. Ça, c'est un moment essentiel. Donc, il y a cette notion de pouvoir. Et avec la notion de pouvoir, par la force des choses, la notion de la liberté de pouvoir s'exprimer. Donc, au XVIIIe siècle, les tenants, les fondements de la question laïque sont tous là, ils sont tous posés devant nous, on les comprend bien. Si en plus on a une perception de la profondeur philosophique de ces débats, on les comprend d'autant plus. Mais ici on est déjà dans un rapport philosophico-politique, philosophique sur les questions qu'on pose, politique sur la question de l'autorité. Et ça va se poursuivre après le XVIIIe siècle et être un élément constitutif de toute la réflexion qui va, avec la révolution industrielle, avec la pensée scientifique, être l'élément essentiel du XIXe siècle, du débat du XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, sur la question scientifique, sur la question de la rationalité, et les impacts vont être, de ce point de vue-là, multiples, jusqu'au moment où, effectivement, se pose la question de l'institutionnalisation de tout ce débat. L'institutionnalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire traduire en loi ce que l'on avait en pensée. On l'avait en pensée, on l'avait dans le débat, et tout à coup, il faut, au-delà même de la Déclaration universelle, traduire ceci dans un cadre politique. Et le cadre politique, ça va être le débat sur la laïcité. Ça va être l'intégrer à la Constitution française, passer au-delà du monarque pour en parler, cette fois-ci, de la République. Et la République, c'est le peuple roi. Et dans République, vous avez la réponse et le choix qui est fait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. La République, c'est le peuple roi, et donc le peuple qui décide pour lui-même, du bas vers le haut, versus, par opposition, à la structure du pouvoir qui est de droit divin, qui vient du haut vers le bas. Donc la République, c'est déjà avoir fait un choix, répondu à la première partie de la question. L'espace démocratique, l'espace du peuple qui décide ensemble. Ce que comprendra plus tard tout à fait Jaurès quand il dit que sur la question de la laïcité, ce qui se joue, c'est la question de la démocratie. Ben évidemment, parce que c'était déjà ce qui se jouait au XVIIIe siècle et qui a traversé le XIXe jusqu'au début du XXe siècle, à la date à laquelle lui s'exprime sur le sujet. Donc, l'association de la laïcité à la question démocratique en fait forcément une notion à connotation positive, évidemment, puisque c'est la laïcité qui va séparer les pouvoirs. Le pouvoir du pape ne peut pas avoir d'influence sur le pouvoir de l'État, puisque le pouvoir de l'État est un pouvoir par procuration offert par le peuple roi, mandaté par le peuple roi. Le peuple décide et transmet, par opposition à Dieu décide et impose. Donc vous avez déjà ce choix-là. Ce deuxième élément, ce qui va s'institutionnaliser avec la laïcité, c'est avec le principe démocratique, le principe de la liberté. Pourquoi? Parce que ce qui était problématique, c'est trois choses. Trois choses depuis le XVIIIe siècle. La première, c'est qu'on ne pouvait pas critiquer le roi ou Dieu, et donc il y avait l'imposition de l'Église qui disait l'alpha et l'oméga de la pensée juste. Il ne fallait pas aller trop loin.
dans la pensée scientifique, il ne fallait pas critiquer l'institution, ou sinon on était censuré. Donc au nom de la liberté, des penseurs par rapport à la foi. Mais c'est pas fini, il y avait d'autres religions. Et vous connaissez tout ce qui a accompagné l'édit de Nantes, par exemple. Et vous avez d'autres religions. Vous aviez des juifs et vous aviez des protestants. Au nom de l'autorité politique de l'Église catholique romaine, on imposait soit la disparition, soit la stigmatisation, voire la discrimination des juifs et des protestants. Au point d'ailleurs que parmi les plus grands penseurs de l'expression laïque pour sauver la diversité religieuse, vous trouverez des juifs et des protestants. Pourquoi? Parce qu'ils résistaient à l'autorité imposée de l'Église catholique pour pouvoir trouver un espace de liberté. Donc c'était la liberté des penseurs par rapport à l'Église catholique et la liberté des autres religions par rapport à la réalité d'une société où les citoyens pouvaient être juifs, chrétiens ou protestants. La laïcité, c'est un principe politique. Ça n'est pas qu'un principe juridique. C'est-à-dire qui régit l'organisation de notre vie collective, de la cité, qui repose sur 3 piliers. J'en ai énoncé un au cours de mon exposé historique. Le premier pilier, c'est la liberté. Et vous l'avez rappelé, liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de changer de religion. Ce n'est pas si répandu que ça à l'échelle de la planète. Liberté de culte, qui est garantie expressément par la loi de 1905. Liberté de manifester ses convictions, même religieuses. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui veut dire que la liberté de conscience, qui inclut la liberté de croire pour ceux qui croient, n'est pas une affaire strictement privée entre soi et Dieu, contre croit à Dieu, ou entre les croyants dans un lieu de culte. Les manifestations des convictions, et je répète, philosophiques, politiques, syndicales, religieuses ou autres, sont libres dans l'espace public pourvu qu'on ne gêne pas autrui et qu'on ne trouble pas l'ordre public. Premier pilier, la liberté. C'est d'ailleurs l'article 1 de la loi de 1905. Et puis il y avait une troisième donnée, c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de foi, qui exprimaient. Le premier qui l'a exprimé avec force philosophiquement, plus d'ailleurs que Voltaire, Rousseau ou Montesquieu, qui d'ailleurs eux étaient théistes ou déistes, c'est-à-dire ne reconnaissant pas l'autorité de la religion, mais reconnaissant Dieu, Diderot, lui, est un des premiers philosophes à exprimer son athéisme. Et quand vous êtes athée et puis qu'on dit on gouverne au nom de Dieu, oui d'accord, mais qui est Dieu, où est-il si je n'y crois pas? À quoi dois-je croire? Et donc il y avait l'idée de comment intégrer au projet social ceux qui sont sans confession, voire qui ne sont ni juifs, ni protestants, ni chrétiens, ou qui peuvent être bouddhistes, et dans les colonies musulmans. Mais eux, ils ne faisaient pas partie de l'équation à ce moment-là. C'est-à-dire, on allait leur imposer un ordre auquel ils n'avaient pas participé. D'ailleurs, on le sait, on l'a même répété pendant tout le XXe siècle. Une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on en a compris la réalité de ce moment historique où va se jouer la question de la liberté, de la diversité de la religieuse ou de la non-religiosité des citoyens, sur ces points-là, la laïcité va prendre une forme. Et la laïcité va prendre une forme, c'est cette institutionnalisation par la Constitution française. Dans ce moment-là, on est bien en train de parler d'un projet français. Vous allez vous rendre compte que vous avez un même processus de sécularisation, de séparation du pouvoir, de la religion et du pouvoir politique partout en Occident, et pas de la même façon. Donc, le processus est universel, le processus est commun à tous les pays occidentaux, mais son institutionnalisation est spécifique à chacun d'entre eux. C'est-à-dire l'institution de la laïcité en France, elle n'est pas comparable à ce qui se passe en Angleterre, voire même à ce qui se passe en Suisse ou ce qui se passe en Belgique. Donc chaque pays a son institution. Ce qui est important, c'est que le débat français, puisque c'est le centre de la francophonie, va avoir un impact sur la Belgique, sur la Suisse, sur les pays d'Afrique, voire même également, bien entendu, sur la Turquie, puisque la France a un impact sur le débat en Tunisie, mais également Kemal Atatürk est très influencé par l'expérience française. Donc vous voyez bien que ça a un impact et que l'institutionnalisation ici va en avoir un impact là-bas. Ce qu'il faut qu'on comprenne ici, c'est que sur cette double base du rapport de pouvoir et du principe démocratique du bas vers le haut,
et puis de la liberté comme étant centrale, eh bien, va s'institutionnaliser. Cette idée que maintenant il faut séparer. Il faut par la loi dire que l'État, c'est-à-dire ce qui est la structure institutionnelle par laquelle le peuple va choisir ses dirigeants, cet État-là ne doit reconnaître aucune religion plus qu'une autre, puisque le principe c'est la l'égalité démocratique et la liberté préservée de chacun, d'expression et de conscience. Il faut que l'État ne reconnaisse, au sens ne privilégie, aucune religion. Donc un principe d'égalité. Et là, vous allez avoir un débat, parce que ceux qui n'ont pas de religion ont essayé de tirer cette institutionnalisation vers l'anti-religion. Ça n'était pas une séparation, c'était une confrontation. Pratiquement et politiquement, il y a deux conceptions de la laïcité qui s'opposent. L'une qui est anticléricale, c'est-à-dire contre l'influence du clergé, voire même anti-religieuse, contre les religions, qui est incarnée. Et c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre que dans le débat, vous avez des gens qui ont bien compris, non, nous ce que nous voulons, ça n'est pas l'institution de l'anti-religion, c'est l'institutionnalisation de la religiosité, la non-religiosité de l'État. Donc il ne s'agit pas de lutter contre les religions, il s'agit de donner un espace où elles sont toutes égalitairement soumises à un ordre qui ne les privilégie pas, mais avec des droits où elles peuvent s'exprimer au nom de la liberté d'expression et la liberté de conscience. Ça, c'est ce que nous disent qui? Clémenceau, c'est ce que nous dit Aristide Briand, c'est ce que nous dit dans son engagement politique Jaurès, et c'est ce qu'on va retrouver jusqu'à la tradition contemporaine. Si vous lisez aujourd'hui Bobéro, si vous lisez Émile Poulain, si vous lisez Boussinesq, vous allez vous rendre compte qu'ils sont dans cette tradition-là. La laïcité, ce n'est pas l'institutionnalisation d'un ordre anticlérical, mais d'un ordre qui ne privilégie aucune religion pour donner son espace à toutes. La liberté et la diversité reconnue, c'était ça le projet. Et c'est ça que de 1905, la loi de 1905 est censée institutionnaliser, est censée déterminer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dès l'origine, il y a des tensions entre des idéologies qui considèrent que la religion est l'ennemi, c'est ce que vous avez dans une certaine gauche, mais pas seulement, et puis une compréhension de la laïcité, non, c'est pour mieux vivre ensemble, pour comprendre aujourd'hui qu'il y a des juifs, qu'il y a des protestants, qu'il y a des athées et qu'il y a des catholiques et que jamais le pouvoir du pape ne doit s'imposer sur des gens qui ne le reconnaissent même pas. Et ce moment-là, 1905, est déterminant, et sa compréhension est déterminante, raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans les institutions qui parlent de l'intégration, le haut-commissaire à l'intégration, les réflexions que vous avez au niveau européen comme au niveau français, c'est toujours de se dire, mais quel était le souffle philosophique du départ? Ce que vous avez aujourd'hui, c'est un certain nombre de responsables et qui en parlent de façon beaucoup plus positive, en disant non, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui de la laïcité n'a jamais été ce qui était le projet initial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que nous avons un certain nombre d'intellectuels qui sont en train de transformer l'esprit de la laïcité en un nouveau dogme laïciste. C'est presque une nouvelle religion, c'est-à-dire que là, maintenant, ils ont une perception de la laïcité qui est une perception exclusiviste et qui va retrouver les accents de ce qui était anti-religieux de l'époque et en même temps de se dire, eh bien, la neutralité de l'État va se transformer en invisibilité des citoyens avec leur confession, ce qui n'était jamais le but au départ. Il n'a jamais été question d'être invisible. On en est même arrivé aujourd'hui à dire, eh bien, la neutralité, c'est l'État et les agents de l'État. C'est ce qu'on explique aujourd'hui dans le débat français. Ça veut dire que tous les citoyens doivent pouvoir vivre avec leur religion librement, au nom de la liberté de conscience et la liberté d'expression et la liberté de culte. La liberté de conscience est un droit individuel, la liberté de culte, c'est le droit collectif d'une religion, d'une communauté religieuse, d'exercer sa religion. Et donc normalement, ceci est naturel. Mais on a poussé quand même
au niveau de la compréhension de la loi française en disant oui, mais les agents doivent être neutres. Mais même sur cette question, il y a un problème. Même moi-même, j'ai un problème, mais je ne suis pas le seul. Pratiquement toute l'Europe, à l'exception de la France, a un problème. Qu'est-ce que c'est que la neutralité d'un agent? La neutralité d'un agent, c'est que le service qu'il vous donne est neutre, mais lui, ce n'est pas le service. En d'autres termes, si moi je suis prof, je suis enseignant, le service que je donne, c'est de donner une science, un savoir, c'est ça qui doit être neutre. Mais moi, pourquoi est-ce que je dois être neutre? Je veux dire, je dois apprendre à mon étudiant à faire la différence entre le message neutre que je lui donne et puis mon appartenance, ou alors je lui mens. Et puis, quelle est ma neutralité à moi si j'entre en classe et je donne un enseignement neutre et puis que là-dessus c'est marqué Coca-Cola? Je suis neutre de quoi? Je suis neutre de perception religieuse, mais je suis au centre de la non-neutralité économique. C'est-à-dire, je fais de la pub. C'est-à-dire, faire de la pub pour Coca-Cola, ça va, mais exprimer une foi, ça va pas. Donc, foi en Coca-Cola, ça va bien, foi en Dieu, ça va pas. Mais où va-t-on? Qu'est-ce que cette réduction? C'était pas l'esprit. C'était pas l'esprit. C'est aujourd'hui parce que le débat est en train de se rétrécir. La neutralité, notamment religieuse, imposée aux fonctionnaires est étendue aux salariés d'entreprises délégataires de services publics. Au cœur du projet. Au point qu'on comprend la neutralité dans quelque chose qui n'est même pas vraiment, si vous voulez, la neutralité est devenue une notion tellement vide, restreinte, qu'elle est exactement l'opposé de l'esprit des Lumières de Voltaire, de Montesquieu et autres. Neutralité qui n'existait pas dans la loi de 1905, le concept de neutralité des agents publics, c'est-à-dire des gens qui représentent le public, justement pour que les publics, c'est-à-dire les citoyens, ne soient pas influencés et qu'ils puissent faire vraiment ce qu'ils veulent, sans avoir l'impression d'être influencés. Aujourd'hui, on nous dit neutralité, enfin, lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Hein, neutralité de l'espace public. Encore une fois, ça ne veut juste rien dire. C'est juste un concept populiste, c'est même pas un concept, c'est une sensation vague populiste. C'est-à-dire, je veux dire, vous présentez notre idée de la neutralité aujourd'hui à un esprit de la dimension de ceux des Lumières et vous dites, je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent de quoi on parle. Ils avaient l'intelligence un tout petit peu plus élaborée. Donc, de ce point de vue, on comprend que cette notion de neutralité, il faut même la discuter. Mais enfin, aujourd'hui, où nous en sommes, neutralité des agents de l'État, c'est-à-dire que quand tu représentes l'État, tu montres rien, sauf Coca-Cola, et quand tu es quelqu'un qui va utiliser le service de l'État, eh bien, tu devrais pouvoir t'exprimer et vivre les choses comme tu le veux. Ça, c'est le principe. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, la restriction de la compréhension de la laïcité vient même à dire « Non mais attention, maintenant, il faut même que ceux qui sont les citoyens expriment le moins possible. » Et même la maman qui va chercher son fils ou sa fille à la sortie de l'école, il ne faut même pas qu'on voit. Je veux dire, voyez la neutralité? La neutralité, c'est si tu es une maman où tu vas venir chercher ton enfant, ou même accompagner une classe en sortie, quand il y a trop peu de parents qui y viennent et qu'on cherche des mamans, et ben à ce moment-là, même la maman, il faut qu'elle soit neutre. En 2012, la circulaire Chatel tente aussi de l'interdire aux parents accompagnateurs de sorties scolaires. Elle est difficilement appliquée. On vous dit, vous ne pouvez pas accompagner madame devant vos enfants parce que vous êtes indigne. Mais la maman, ce n'est pas un agent de l'État. Non, mais par association, en venant accompagner les enfants à l'école, on fait de la sous-traitance. Donc, en tant que maman accompagnant l'école, elle devient même une expression de l'agent de l'État. Bon, je ne sais pas où on va, mais on y va, vers l'absurde et le simplisme et le dangereux. C'est-à-dire l'idée qu'au nom de la liberté et de l'égalité, on va promouvoir l'invisibilité. Au point d'ailleurs que maintenant on a commencé à faire du travail sémantique sur l'ostentatoire, le visible. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, aujourd'hui, le visible, c'est ce à quoi vous n'avez pas été habitué dans votre histoire. C'est-à-dire que quand vous voyez une église, elle est moins visible parce que vous y êtes habitué que quand vous voyez une mosquée. Donc le visible, c'est ce qui sort de vos habitudes. Et ça commence à devenir extrêmement dangereux parce qu'effectivement notre monde change et que les habitudes d'hier ne sont pas les habitudes d'aujourd'hui, elles ne sont pas celles de demain, et que notre diversité, la liberté de conscience, il faut que nous l'enrichissions. Au lieu de réduire nos lois, ouvrons nos perceptions.
Au lieu de réduire ces lois au nom de nos peurs, ouvrons nos réflexions pour trouver un moyen de vivre et d'agir ensemble pour le meilleur de la société et de ne pas réduire la notion de cet espace, de ce qu'est cette neutralité aujourd'hui. Et ça m'amène à un dernier point, parce que ce que l'on nous dit, c'est que nous avons le droit d'agir de la sorte parce que le droit doit préserver l'espace public et donc l'ordre public. Et dès que vous exprimeriez une différence, vous mettez en danger l'ordre public. Mais si l'ordre public, c'est atrophier la pensée, faire disparaître la foi, déterminer une limite à la liberté de conscience et à la liberté de pratique, ça n'est pas un ordre public, c'est un ordre sécuritaire. Républicaine. Marine Le Mais Pen je est dis simplement que Madame Le Pen, là, je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes qui touchent les cultes, Madame Le Pen. Marine Le Pen. C'est l'expression d'une nouvelle idéologie de la surveillance au nom de la sécurité et non pas de l'espace au nom de la liberté. Aujourd'hui, ce qu'il faut défendre, c'est l'espace au nom de la liberté et non pas accepter un ordre public que l'on présente comme étant en danger par la diversité de ceux qui le fondent. La diversité de ceux qui le fondent en font sa richesse. La sécurité de ceux qui le surveillent en font sa réduction. C'est une démarche liberticide. Et tenez-vous bien, il se pourrait aujourd'hui que ce qui est en train de se passer au nom de la laïcité, associé à des nouvelles lois qui ont intégré au nom de la sécurité l'état d'urgence et tellement dénaturé la laïcité qu'au nom de la neutralité, nous nous soyons donné le droit de stigmatiser et de confondre celui qui ne nous ressemble pas. Et ce sera le sujet de notre deuxième réflexion sur la question sociale. À tout de suite. Rebonjour. On se retrouve pour discuter de cette question sociale. Et je viens de terminer la réflexion autour de la laïcité sur une notion sur laquelle il faut s'arrêter parce qu'elle est mal comprise, parfois confondue avec un certain nombre d'autres notions. Elle est liée à la stigmatisation. La stigmatisation. Avant d'entrer dans ce qu'on entend par stigmatisation, et surtout, non pas simplement ce qu'on entend au sens de la définition normative, parce que celle-ci, elle est facile, vous prenez un dictionnaire et vous l'avez, mais comprendre comment ça se déroule dans le débat social, dans l'espace social. Et quand on parle d'espace social, c'est deux choses. C'est l'espace de notre vie quotidienne, entre citoyens, et puis c'est l'autre espace de l'expression, c'est l'espace médiatique, parce que vous allez voir que ce qui veut déterminer, ou qui peut déterminer l'espace social et infléchir le débat entre les personnes est souvent ce qui peut se passer dans les médias, c'est-à-dire les médias peuvent donner le ton. C'est vrai souvent, mais parfois c'est complètement faux. Parfois on se rend compte que ce qui se passe au niveau de l'espace médiatique n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de l'espace social. On est dans l'entre-soi d'une certaine élite qui, d'une certaine façon, se contente ou s'auto-célèbre par des propos, et ça n'a pas véritablement d'impact sur le plan social. Donc il faut étudier les deux, et c'est pour ça que cette notion de stigmatisation, elle est intéressante, parce que on doit en comprendre la structure dans l'espace médiatique comme dans l'espace social pour essayer de se dire, bien, une fois qu'on y fait face, eh bien, comment peut-on s'en libérer? Parce qu'au bout du compte, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, sur le plan du débat médiatique ou sur le plan du débat social, la stigmatisation, c'est à un moment donné dans notre considération d'un problème social. Ce peut être celui qui découle de la laïcité et de la visibilité. Ce peut être, par exemple, un débat sur l'ordre économique en disant « mais qu'est-ce qui met en danger notre sécurité économique ?» On peut se dire « eh bien, ce sont les migrants », on peut se dire « ce sont les étrangers », on peut se dire « ce sont les noirs », on peut se dire « ce sont les femmes », on peut se dire ce que l'on veut. À partir d'un certain moment, quand dans un débat, on va déterminer la source du problème, la source du déséquilibre,
où notre compréhension, qui peut être totalement subjective, de l'élément qui va nous permettre de résoudre le problème, nous sommes dans une démarche de stigmatisation possible. C'est-à-dire, on va réduire le problème à une source et on va comprendre que cette source, elle va expliquer tout notre problème. Et l'on stigmatise. On stigmatise une source, une et unique. Ça, alors, vous avez ce penchant à la réduction et à l'explication dans énormément de débats que vous avez aujourd'hui sur tous les plateaux. D'ailleurs, c'est pas simplement un phénomène français, c'est un phénomène qui est un phénomène international. La puissance des médias est inversement proportionnelle à cette propension que l'on a à pouvoir déterminer, à réduire le champ et à stigmatiser. Et donc, alors qu'on a des moyens médiatiques extraordinaires qui devraient nous permettre de complexifier et de moins stigmatiser une source pour comprendre la diversité des sources du problème, on fait le contraire. Une quantité infinie de moyens d'information pour réduire de plus en plus le discours dans la simplification du réel. Et c'est d'ailleurs très troublant. C'est très troublant parce que c'est une sorte de réduction de la pensée, de réduction de la réflexion, multiplier les moyens et diminuer la compréhension du monde, la compréhension de sa complexité. Alors quand on est dans cette position-là, déjà, ça nous demande à tous, et là, vous qui m'écoutez, nous qui partageons, qui essayons un tout petit peu de comprendre un monde complexe, il faut faire un pas en arrière. Il faut faire un pas en arrière en se disant, il vaut peut-être mieux que je sois moins soumis à la multiplicité des médias qui réduisent le monde pour stigmatiser une cause au problème et que je m'ouvre davantage au monde pour en comprendre la complexité et que je me libère de la stigmatisation simpliste, du discours qui dit « eh ben c'est ça la cause, c'est cette cause-là qui est nécessaire ». Donc déjà, avant même d'entrer dans le processus de la stigmatisation, en comprendre les ressorts, en comprendre les mécanismes. Et ça veut dire que chacun d'entre nous doit vraiment faire ce travail critique de se dire pour que je ne tombe pas dans la stigmatisation simpliste, il faut que je m'élève dans la compréhension de la complexité. Parce que c'est complexe, parce qu'il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une compréhension réductrice. Parce qu'il se peut effectivement, par exemple, je vous donne un exemple, bien sûr que dans l'ordre économique aujourd'hui, d'une société donnée, le migrant peut poser un problème. Bien sûr. Évidemment que la migration, c'est pas facile, puisque vous avez des millions de personnes qui viennent, évidemment. Mais dire c'est cette migration qui est la cause de notre déséquilibre et de l'injustice sociale qui va faire qu'on stigmatise cela pour justifier le déséquilibre, ça c'est une pensée simpliste et dangereuse. Mais intégrer le phénomène migratoire à l'ensemble des problèmes politiques, ça n'est pas de la stigmatisation, c'est simplement essayer de comprendre le problème. Donc il faut faire attention, la stigmatisation est un processus de réduction, la compréhension de la complexité est un rapport d'interdépendance et de relation. C'est ça la pensée complexe qui nous ouvre au monde, ça c'est la pensée réductrice qui nous permet de chercher un coupable. Dans la stigmatisation, il y a deux choses. La première des choses, c'est ce phénomène de réduction. Et la deuxième des choses, c'est le fait que dans la réduction, on va trouver le responsable, la culpabilité exclusive du problème que nous avons. Donc, ces deux phénomènes-là ont comme impact le fait que quand on stigmatise, on ne se rend plus responsable du problème, mais c'est la cause unique qui est devenue responsable du problème. On inverse l'ordre. La stigmatisation, c'est se rendre victime de ce seul coupable dans la réduction de notre perception de la réalité. La stigmatisation, c'est de rendre coupable celui que l'on rend l'unique responsable de notre situation. Déresponsabilisation va avec stigmatisation. Et tout cela dans un processus de réduction. Quand on a compris cela dans le discours politique et dans le discours social, ça veut dire que nous, qui sommes des citoyens, qui essayons d'être libres, et pour être libre, faut penser. Oui. Être libre sans penser, c'est être en prison, on est bien d'accord. Et ceux qui pensent qu'ils sont libres et qui ne pensent pas,
ils sont doublement emprisonnés. Donc à un moment donné, il faut penser la complexité, sortir de cela, se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Et donc il faut, dans le discours, systématiquement questionner la question, questionner le rapport à la justification de voilà la cause. Et quand on nous dit par exemple, pour chacun des sujets, que dans l'espace de l'emploi, dans le marché de l'emploi, eh bien il y a de ce point de vue-là la réalité d'une discrimination ou d'une injustice. Et que cette injustice, elle est que nous n'avons pas le droit tous à une même chance. Il n'y a pas d'égalité, tous ces sujets dont on a déjà parlé. À un moment donné, ces questions-là, l'égalité des chances, l'école, la structure scolaire, le marché de l'emploi, à aucun moment il ne faut les diminuer, voire en faire l'économie dans notre débat, sous peine, en ayant accepté l'amputation de la complexité du débat, de tomber par la force des choses à devoir répondre à une stigmatisation. La force de celui qui vous interpelle très rapidement sur un plateau de télévision ou dans la vie quotidienne. Il va vous empêcher de discuter la complexité, il va tout de suite vous amener vers « mais il y a quand même un problème avec l'immigration, il y a quand même un problème avec l'islam ». Et comme vous n'êtes pas équipé avec la complexité qui précède, vous tombez dans la simplicité qu'on vous impose. Celui qui tient le débat, c'est celui qui, d'une question complexe, fait une réponse simple et vous donne même pas le temps d'y réfléchir. Et si vous tombez là-dedans, vous y tombez de façon irrémédiable. C'est vrai sur les plateaux de télévision, mais dans ce domaine-là, celui dont je suis en train de vous parler, c'est quand les questions de la télévision ont vraiment, ou des médias en général, qui façonnent par leur quantité, ou les réseaux sociaux d'ailleurs, façonnent le débat que l'on peut avoir en société. Et c'est là où il faut refuser cet impact en intégrant, en développant dans son rapport social, citoyen, interpersonnel, une vraie réflexion autour de la stigmatisation et de ces trois phénomènes: réduction, culpabilisation, victimisation. Réduction du problème, culpabilisation de l'autre et victimisation de soi. Voilà ce qui est la réalité. Et de ce point de vue-là, attendez, parlons du sujet. Vous voulez parler des migrants? D'accord. Mais alors il va falloir parler de tout. Parce que s'il y a des migrants dans le monde aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils partent en croisière, c'est pas parce qu'ils sont heureux de voyager, de traverser la mer Méditerranée à 30 dans un petit bateau. C'est parce que nous avons des responsabilités sur la façon dont nous avons de voler leurs terres. C'est parce que nous avons des responsabilités sur la façon dont nous les avons colonisés, nous les avons exploités, nous avons délaissés jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même assez sidérant de se dire que l'argent qui vient de l'Afrique pour l'Europe est plus important que l'Europe quand est-ce qu'elle envoie l'argent qu'elle envoie en termes de solidarité. C'est quand même le monde à l'envers. Alors avant de me dire qu'est-ce que serait que le monde à l'endroit, qui serait de dire aux migrants restez chez vous, reprenons le monde à l'envers qu'on leur a offert, à savoir qu'ils nous payent plus qu'on leur paye alors qu'ils sont 3 fois plus pauvres, ou 10 fois plus pauvres, ou 15 fois plus pauvres. Donc vous entrez dans le débat dans une perspective historique. La perspective historique, c'est ce qui permet d'éviter la stigmatisation. La deuxième des choses dans ce débat-là, c'est effectivement de regarder les enjeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous pouvez le faire sur les migrants. Vous pouvez le faire sur le racisme vis-à-vis des Noirs, vous pouvez le faire sur l'islamophobie, vous pouvez le faire sur toutes les questions, sur la question des femmes par exemple, quand on vous dit non mais attendez, ces femmes qui demandent à ce que par exemple il y ait le même salaire ou qu'il y ait une parité dans le... Ben oui, et si on parlait un tout petit peu de ce qui est en train de se passer, ça fait combien de siècles qu'elles sont exploitées, ça fait combien de temps jusqu'à aujourd'hui que pour le travail, elles ont 30% moins de salaire? Ça s'appelle comment ça? C'est la stigmatisation. Alors, les femmes auraient tort de poser la vraie question de l'égalité des droits dont on a dit dans notre première section qu'elle était déjà posée au XVIIIe siècle. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc la réduction de cette question-là en disant que ces revendications-là, elles deviennent stigmatisantes, eh bien on se rend compte que non, ça ne va pas. Et c'est vrai pour tous, même par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de toutes les réalités minoritaires dans les sociétés occidentales, toutes, et même dans les sociétés africaines par ailleurs, parce que, attention, comprenez-moi bien pour ceux qui m'écouteraient depuis l'Afrique et puis qui se délecteraient de ce propos en disant « ben il a raison, la stigmatisation en France ou en Europe », non, la même en Afrique.
Dans toute l'Afrique, vous stigmatisez la même chose. Il y en a en Afrique du Nord qui stigmatisent les Noirs qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Il y en a en Afrique subsaharienne, ils ont encore trouvé des gens qui pouvaient stigmatiser leurs femmes, par exemple. J'ai vu des discours stigmatisants sur les femmes en Afrique. On dit, mais qu'est-ce qu'elles veulent? C'est les droits, c'est à cause des femmes qu'on n'a plus de famille. Non, non, non. C'est pas à cause des femmes qu'on n'a plus de famille, c'est à cause des papas qui sont absents. Et en Afrique aussi. Donc n'essayons pas de regarder chez l'autre ce qui stigmatise quand on ne voit même pas chez soi nos propres processus de stigmatisation. Ces questions dont on parle là, ça c'est la maladie du siècle, la réduction, la culpabilisation de l'autre et la victimisation de soi. On fait tous ceci si on n'a pas un vrai engagement à la réflexion. Et ça m'amène à mon dernier point. C'est tout à l'heure que je vous parlais de ce qui vient des médias et qui a un impact sur la société. Il y a un autre élément, c'est qu'il faut faire attention. Les stigmatisations médiatiques ne sont pas toujours représentatives des dynamiques sociales. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, sur le plan social, vous apercevez que c'est pas vrai, les choses se passent pas comme ça. C'est que votre voisin qui peut être noir, ou qui peut être arabe, ou qui peut être un migrant, ou dans la société africaine, celui qui est de l'autre tribu et de la diversité, ou même dans le mouvement de revendication des femmes, ça se passe pas comme ça. Il y a des dynamiques sociales qui ont dépassé les stigmatisations médiatiques. Et il faut en être conscient. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans le piège de la réduction médiatique et de regarder le monde de façon réductrice. Il faut regarder le monde de façon complexe et se dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et d'ailleurs, je vais même vous dire une chose. Dans la petite élite là, qui parle entre elles à la télévision, dans toutes les télévisions du monde, il y a souvent chez eux la conscience que ce qui se passe sur le terrain, c'est pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils persuadent d'une vision du monde qui correspond à rien. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'ils voient se passer sur le plan de la base est ce qui fait peur à leurs intérêts et à leurs intérêts, à leurs petits intérêts de petite élite qui veut garder son petit pouvoir. Donc en fait, ils parlent entre eux de stigmatisation qui les arrange parce que ce qui se passe dans le monde ne les arrange pas du tout. Et qu'à un moment donné, en tant que citoyen, il faut se poser la question, est-ce que je vais passer mon temps à être trompé sur le monde par des gens qui se trompent? Ou est-ce que je vais passer mon temps à étudier le monde pour faire que ce monde change en fonction de mes principes et de mes finalités humanistes? C'est cela la vraie question. Et cela, ça veut dire qu'à un moment donné, se libérer des stigmatisations superficielles, mais encore une fois, elles existent, on est bien d'accord, et dans les médias et dans la vie, s'en libérer pour se réconcilier avec les trois éléments de façon complètement opposée à ce que je disais. Là où l'on réduit, ouvrir et complexifier, là où on culpabilise, comprendre et analyser, là où on se victimise, devenir responsable et transformer. C'est cela l'engagement qui doit être le nôtre en tant qu'homme, d'abord, être humain, femme ou homme, et en tant que citoyen. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour une dernière séquence sur une question spirituelle. À tout de suite. Bonjour, nous voilà à nouveau pour notre troisième partie, la partie qui est liée à une thématique plus spirituelle, et la notion que nous allons aborder aujourd'hui, elle n'est pas directement connectée ou liée dans nos esprits à une dimension spirituelle. Connaître, puisque c'est de cela dont il s'agit, nous allons nous arrêter sur la notion de connaître, ce sera plutôt quelque chose qui est lié à la rationalité, à la connaissance du monde au sens large, et pourtant vous allez vous apercevoir que dans les multiples facettes de cette notion, dans les différents niveaux de la connaissance, justement la spiritualité est essentielle. Elle est essentielle à tous les niveaux, et à certains niveaux, elle est d'ailleurs plus essentielle qu'à d'autres. Elle est même l'expérience de la connaissance la plus profonde. Alors, arrêtons-nous sur cette notion en langue française, et puis nous allons faire un petit rapport à la langue arabe, parce que là, on a des éclairages qui vont être aussi intéressants dans notre compréhension. Connaître, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'en connaître, de naître avec, c'est d'appréhender le monde, et c'est comme si dans l'histoire de l'être humain, il y a cette
ce rapport naturel que le bébé a avec le monde, d'abord avec ses parents, ensuite avec le monde, et à un moment donné, l'expérience, ou plutôt la formation de son esprit va apporter avec la mémoire et puis par la suite la compréhension, l'intelligence, une sorte de naissance avec le monde, de naissance vis-à-vis du monde. Et c'est comme si nous avions pratiquement, après la naissance du corps, l'expérience à partir du corps de la connaissance de l'esprit qui naît avec le monde et qui naît au monde. Au point d'ailleurs que le synonyme de la connaissance qui est apprendre, c'est prendre avec soi. C'est donc, vous voyez bien qu'il y a un rapport ici de connexion de l'être avec l'univers qui l'entoure par une faculté qui prend du temps à se former, à se façonner, qui est celle de l'esprit. Ceci étant dit, ne réduisons pas l'humain à ce que l'esprit comprend, connaît et apprend, au sens des comprend, prendre avec, apprendre, prendre en soi, connaître, naître avec. Ce n'est pas simplement ceci, c'est qu'il y a tout un autre processus chez l'être humain qui connaît par le corps et qui connaît par ses sens. Donc on a déjà une multitude de facultés de connaissances et une diversité de connaissances en tant que telles. Et c'est ceci, la complexité de l'homme. Et ce qui va donner un sens à l'expérience spirituelle, ça n'est pas d'en tirer une sans considérer les autres, c'est harmoniser le tout dans une expérience spirituelle. La spiritualité, elle a cette caractéristique et cet impératif de ne pas amputer l'être d'une partie de soi, mais d'harmoniser dans l'expérience de l'élévation le tout de soi. C'est ça que ça devrait être. Et quand on a une expérience spirituelle qui fractionne, qui ampute, qui rend en conflit, qui privilégie la tension et non pas l'harmonie, il y a un vrai problème dans l'expérience spirituelle. Parce qu'au bout du compte, l'expérience de la spiritualité, c'est le chemin de la paix. C'est l'apaisement en soi et la paix de soi avec soi et la paix avec soi et autrui. Et le monde. C'est donc bien cette expérience dont il est question, et c'est à cela que l'idée de la connaissance, que la connaissance doit servir, elle doit être ce moyen dans toutes ses caractéristiques et dans toutes ses dimensions. Cela veut dire que parfois, l'hypertrophie ou l'insistance sur la connaissance strictement rationnelle peut finir par faire et produire en nous un vrai déséquilibre. J'ai tellement donné à ma raison et si peu donné à mon cœur que mon cœur n'a plus de raison et n'a plus les raisons de ma raison et ne le suit pas et je suis dans un total déséquilibre. C'est-à-dire que la connaissance de soi, la connaissance du monde, la connaissance rationnelle, la connaissance des sens, l'idée pour nous c'est de bien comprendre que c'est un travail personnel, intime d'harmonisation. Difficile, il prend une vie et il se peut même que quand la vie est partie, on n'en est même pas encore fini. Et d'ailleurs, c'est tellement important que même dans l'expérience de l'âme, dans la tradition des monothéismes et dans la tradition musulmane, c'est que le processus continue d'ailleurs. Le processus continue au-delà même de cette vie, quand on retourne à celui à qui on appartient et qui est l'unique qui nous a donné la vie et à qui on appartient et vers lequel nous allons et qui reprendra ce qu'il nous a donné et vers lequel nous nous retrouvons en paix dans la connaissance ultime de lui, puisque l'expérience ultime pour le croyant, c'est d'être dans son ombre le jour où il n'y a d'ombre que son ombre et d'en avoir avec la connaissance la présence, parce que la meilleure des connaissances, c'est la connaissance de la présence, ici avec le divin. Et ça, c'est l'expérience spirituelle ultime. Venons-en maintenant à ce que nous pouvons dire de cette connaissance. Et ce que nous pouvons dire de cette connaissance, de se naître avec, de prendre pour soi, de prendre avec soi les différentes connotations, eh bien, si vous regardez dans le miroir de la langue arabe, vous retrouvez le même vocabulaire. Et le même vocabulaire, il y a l'idée de ilm. L'idée de ilm, c'est le savoir, la connaissance. Et puis, il y a deux mots qui vont s'ajouter à ce mot qui est un mot neutre, ilm, apprendre, qui est le mot de fahm, qui est comprendre.
comprendre. El-Fahm, c'est vraiment comprendre ce que je sais. Donc il y a des choses que je sais dans les faits, et il y a des choses que je comprends dans la relation de ces faits les uns avec les autres ou avec moi-même. Donc, savoir, il y a certaines personnes qui savent factuellement, mais qui ne comprennent pas forcément. Vous pouvez connaître des dates et pas comprendre leur relation les unes avec les autres. Donc, connaître un fait, ça n'est pas encore comprendre son sens. Donc, il faut lier les deux. Et puis, vous avez une autre notion en arabe qui est le fiqh. Le fiqh, c'est la compréhension profonde. C'est la compréhension qui va au-delà de simplement les apparences des faits, et non pas simplement de la relation entre eux, mais une connaissance en plus des raisons de ces faits. Donc, vous avez la raison des faits, donc la connaissance première, la raison des faits, c'est-à-dire la connaissance profonde, et la relation, c'est la compréhension. Et tout ça est enveloppé dans la même notion de connaissance générale. Et cela, pour nous, c'est essentiel. C'est essentiel, et on se rendra compte que toutes les philosophies du monde, et toutes les spiritualités, et tous les monothéismes ont toujours, de ce point de vue, célébré la connaissance. Pas toujours de la même façon d'ailleurs. Vous avez un conflit dans la tradition catholique ancienne, celle dont on parle justement quand on parlait du Moyen-Âge dans la première partie de notre exposé, qui était de mettre en évidence, attention, il se pourrait que la connaissance scientifique finisse par être un danger par la connaissance religieuse. En d'autres termes, la Bible, ce qu'elle dit, n'est pas exactement ce que les sciences vont nous dire. Vous connaissez l'histoire de Galilée, cette idée que, bien non, la Terre n'est pas au centre du tout et que c'est peut-être la Terre qui tourne. Et là, qu'est-ce que ça posait comme question? La connaissance scientifique questionnait l'imposition du savoir religieux, au point qu'on a finalement remis en cause ce qui était dit ou compris dans la Bible pour dire non, la science ne dit pas ceci. Donc vous avez parfois historiquement eu des conflits de connaissances. Et vous voyez bien que là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il faut faire attention à harmoniser les connaissances, c'est-à-dire n'en brider aucune, mais les harmoniser toutes. Et pour faire ceci, il faut commencer par se dire, à chaque connaissance son espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même il y a des personnes qui prennent le Coran et qui en font un livre scientifique. Non, le Coran n'est pas un livre scientifique. Ce qu'on peut dire en tant que croyant, c'est que rien dans le Coran ne s'oppose à la science. Mais ça ne veut pas dire que c'est un texte scientifique. Les dernières équations de la mathématique ou les dernières connaissances scientifiques sur, je ne sais pas, l'embryologie, elles ne sont pas dans le Coran. Le Coran qui vient pour nous de Dieu ne dit rien contre la science. Mais ce n'est pas un texte scientifique et il ne faut pas le réduire à cela. Pourquoi c'est important ceci? Parce que ce que nous dit le Coran, mais ce que nous disent aussi les livres saints, c'est à chaque connaissance son espace. Et que l'harmonie, c'est justement de ne pas excéder au nom de ce que l'on croit, ce que l'on sait, au point que ce que l'on sait, finalement, au nom de ce... finir par dire, pour que je le dise plus clairement, que ce que l'on sait au nom de ce que l'on croit finit par contester ce que l'on sait au niveau de notre analyse du monde et de notre savoir scientifique. On ne peut pas le faire. Je veux dire, à partir d'un certain moment, quand vous allez voir un médecin qui connaît le corps, c'est la connaissance du corps qui va être aussi un élément déterminant de la façon dont on va vers la guérison. Pas simplement sur le plan des faits, mais il faut quand même tenir compte de la circulation du sang, de comment sont les organes. On ne peut pas, au nom de sa foi, faire fi de ce que notre foi nous dit que Dieu a créé, parce qu'alors on serait dans le conflit des connaissances, on n'est plus dans l'harmonie. Et là, on n'est plus du tout paisible par rapport à savoir. Donc vous voyez comment l'univers de savoir, c'est d'abord une nécessité. Toutes les religions nous y invitent, toutes les spiritualités nous y invitent, mais il faut y entrer avec la compréhension de la complexité du savoir et puis des différents espaces. À chaque espace de connaissance, sa méthodologie et à chaque espace de connaissance, ses finalités. Et l'erreur, ce serait de mettre telle finalité là, alors que ce n'est pas le but. Oui, c'est pas comme ceci. Vous ne pouvez pas entrer en sympathie avec le divin en vous appuyant uniquement sur la rationalité. La rationalité ne s'y oppose pas, mais elle n'y invite pas complètement. Vous ne pouvez pas entrer dans la connaissance de l'amour par la seule rationalité. La rationalité peut vous l'expliquer, mais elle ne vous en donne pas la clé. Il faut passer par le cœur et les raisons du cœur. Vous ne pouvez pas entrer dans le rapport à la beauté et à l'esthétique en vous appuyant ou sur le cœur
ou sur la raison. Il faut encore ici inviter et comprendre que le moyen du rapport à l'esthétique peut être le sens, les sensations et une autre façon d'aborder le réel. Et il ne faudrait pas que vous réduisiez le beau à la raison. Donc le monde de la connaissance est un monde multiple et complexe. Nous y sommes tous invités, et les musulmans le savent, c'est-à-dire la connaissance, le savoir est une obligation pour tout croyante et tout croyant. Donc on a c'est une imposition. Pourquoi ? Pourquoi la connaissance est-elle une obligation ? Parce que la connaissance est ce qui fait que l'être qui est né bébé va devenir un être humain adulte responsable. Donc la connaissance nous rend humains. Nous passons par la connaissance pour passer de l'innocence de l'inconscient à la conscience responsable de l'humain. Donc la connaissance nous fait être humains. C'est pour ça que c'est une première élément. Deuxième des choses, elle nous fait être humains. Et à partir de cela, la connaissance, elle va nous permettre deux choses. La première, c'est de nous dépasser pour s'approcher de celui qui nous a créés, de nous dépasser pour vivre avec ceux avec lesquels notre espace collectif est constitué. Ce sont les deux dimensions de la connaissance. Il va falloir, et ajouter à cela, le transcendant pour le connaître et nous connaître, le collectif pour les connaître et mieux vivre avec, et puis l'espace du monde pour savoir où l'on vit et ce qu'on doit faire par rapport à ce monde-là. Ces trois dimensions de la connaissance sont essentielles et sont fondamentalement spirituelles. Fondamentalement spirituel. Il faut spiritualiser la rationalité, il faut spiritualiser la connaissance sociale, il faut spiritualiser la connaissance de la nature, il faut tout spiritualiser. Il faut mettre dans notre connaissance le cœur partout, la raison avec, mais jamais le cœur en tout et la raison nulle part. C'est cette première approche qui va déterminer ensuite la compréhension pour nous de pourquoi est-ce que c'est une nécessité. Pourquoi est-ce que c'est une obligation ? Je vous l'ai dit, elle nous permet d'être hommes. Et ensuite, alors quels vont être les champs de la connaissance ? De connaître, d'apprendre et d'apprendre profondément. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que pour la connaissance, il y a des rythmes et il y a des étapes. Il ne faut pas les brûler. Il faut respecter la nature, il faut respecter la biologie, il faut respecter la physique, il faut respecter l'ordre. Si vous êtes croyant, et même si vous êtes athée, le minimum, c'est de respecter ce qui est, de ne pas avoir cette folie de dire « Eh bien, vous ne commencez pas à instruire et à expliquer le théorème de Pythagore à un enfant de 4 ans. Voilà, vous n'avez rien compris. Vous faites les choses à l'envers. Au nom de la connaissance, vous ne respectez pas la biologie, vous ne respectez pas l'ordre. C'est aussi vrai dans ce que je viens de vous dire que certains doivent le comprendre au niveau de la spiritualité. Certains aimeraient comprendre au début de leur chemin spirituel des choses qui s'apprennent bien plus tard. Parce que la connaissance, elle vous dit deux choses. Ou l'expérience de la connaissance vous dit deux choses. 1, il faut respecter l'ordre. 2, il faut être patient. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il y a des jours, il y a des choses que je pourrais vous dire maintenant, vous ne les comprendrez pas. Et puis dans 10 ans, vous me dites, mais c'est évident. Oui, mais il y a 10 ans, c'était évident que vous ne pouviez pas les comprendre. L'évidence de demain n'est pas l'évidence d'aujourd'hui. Donc il faut suivre l'ordre et être patient par rapport à la connaissance. Et de ce point de vue, quand on va entrer dans l'univers de la connaissance, eh bien, qu'est-ce qui nous est dit ? Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que l'enfant, qui n'a pas la conscience de lui encore, a la conscience de tout ce qui est autour de lui. Et la première étape de la connaissance, c'est de prendre. Donc il prend de l'univers. Et donc ceci, c'est très important. On le sait aujourd'hui. Plus l'enfant est stimulé par l'environnement verbal, la façon dont les parents parlent, où les gens de la société parlent, l'environnement des instruments, la richesse de ce qui l'entoure, plus il acquiert, plus il prend. Raison pour laquelle il faut faire attention. Il ne faut pas réduire l'espace de l'enfant à ce qui est du virtuel. Il faut matérialiser les présences, les choses. Ce n'est pas simplement des jouets, c'est des sonorités, c'est des espaces. Tout cela, on le sait, il prend. Et donc, de ce point de vue, on est dans la première étape de la connaissance. Puis, la deuxième étape de la connaissance avec la formation de l'esprit, ça veut être le vocabulaire, ça veut être la relation interpersonnelle, ça peut être
Et tout ceci va constituer l'élément, ou vont constituer les éléments par lesquels la conscience de soi va se façonner et le vocabulaire s'accumuler, se constituer la façon dont on va traduire notre rapport verbal à la réalité autour de nous. Et ça, c'est un travail qui vient avec la conscience et la raison. Cette ouverture vers l'extérieur, elle est importante. La qualité de cette ouverture va avoir un impact, va façonner la façon dont vous revenez à vous-même. La façon dont vous revenez à vous-même. Comme vous allez, vous reviendrez. Mais il faut revenir. C'est pour ça que dans le Coran, il est dit cette formule tout à fait étonnante, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nous leur montrerons nos signes à l'extérieur. Donc l'enfant, il commence à voir, puis ensuite il revient à lui. Et donc l'éducation de la connaissance, c'est va pour connaître et prendre avec le monde qui t'entoure, parce qu'après, il va falloir prendre avec ce monde qui t'entoure et venir à la connaissance de toi, de toi-même, de ton moi intérieur. Et cette connaissance, elle va être double. Et qu'est-ce qui va se passer entre les deux ? Il va se passer entre les deux que l'équipement que vous avez donné à votre enfant, à l'adolescent, dans le monde extérieur, et c'est pour ça que c'est important, qu'est-ce que vous allez dire du monde extérieur ? Est-ce que c'est simplement des faits ? Est-ce qu'on apprend des faits ? Est-ce qu'on apprend uniquement l'histoire ? Est-ce qu'on apprend uniquement une réalité extérieure ? Non. Apprendre le monde extérieur, c'est rendre sensible à la beauté, rendre sensible aux sentiments, rendre sensible à la diversité des gens. Je veux dire, il faut habiter l'extériorité du blanc, du noir, de l'asiatique, des différentes couleurs, des différents horizons. Tout ceci va revenir, la diversité riche du monde extérieur va revenir à l'apprentissage de la diversité riche du monde intérieur. Ce que les hindous appellent le microcosme et le macrocosme, pour nous c'est important aussi, parce que nous l'avons aussi dans nos traditions religieuses et en islam c'est essentiel. Donc, comme tu es allé, tu reviendras. Et quand tu reviens, alors il y a tout ce travail de connaissance, tout ce travail de la connaissance de soi et qui vient avec le temps. Et à chaque une des étapes, ne dites pas à un enfant la formule de Socrate, il ne la comprendrait pas, connais-toi toi-même. Il ne la comprendrait peut-être même pas à 15 ans. Puis un jour, quand viennent les moments de l'adolescence qui va nous faire aller vers l'âge adulte, connais-toi toi-même, c'est cet apprentissage. Et ça, c'est un travail. C'est un travail qui est constant, permanent, et qui prend du temps, de la patience. Donc, aller, c'est la connaissance, revenir dans la connaissance. Et quel est le lien entre les deux ? Eh bien, dans notre tradition, dans les traditions spirituelles, dans toutes les mystiques, juives, chrétiennes et musulmanes, du point de vue, c'est très important, quand elle le dit, comme vous êtes allé vers ce que Dieu a créé, vous revenez comme Dieu vous a créé. Et qu'est-ce que vous trouvez ? Entre l'homme et son cœur, il y a là où se place la connaissance de Dieu. Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui portez la foi, répondez à Dieu et à son prophète quand il vous appelle à vous ce qui fait vivre. Wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Et sachez que Dieu se place, sa connaissance est entre l'homme et son cœur. Tu es parti vers le monde que Dieu a créé. Tu es revenu vers ton cœur comme Dieu t'a créé. Et tu trouves Dieu entre toi et ton cœur pour comprendre comment il t'a créé et ce qu'il a créé dans un miroir. Et vous comprenez ici que tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit le chemin de l'harmonie en fait. C'est une connaissance qui appelle à l'harmonie. C'est-à-dire, regarde le monde comme il l'a créé, c'est-à-dire aime-le, respecte-le. Reviens à toi comme il t'a créé, respecte-toi et aime-toi. Aime-toi, ça veut dire, tu n'es pas d'abord le coupable que Dieu juge, tu es d'abord l'être que Dieu crée et qu'il appelle. Il t'aime avant de te commander. Et même quand tu ne réponds pas à son commandement, il t'aime en te disant « Viens à moi, je viendrai à toi ». Ud'ouni astajib lakum. Appelez-moi et je reviendrai, je vous répondrai. Mais ça, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance, raison pour laquelle le texte qui commence sur la connaissance, quand Dieu parle
Allama al-Qur'an, il a enseigné à l'homme, il dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux. C'est ma grâce qui vous appelle. Et dans ma grâce, la connaissance est harmonieuse. Elle est cet élan rationnel vers le monde, ce retour spirituel vers soi et cette connaissance gnostique de Dieu. Regardez les 3 connaissances, je viens de les résumer en un élan. La connaissance rationnelle pour le monde, la connaissance de soi rationnelle de soi, mais en même temps intime et spirituelle de soi. Donc ici, c'est l'émotif, c'est le psychologique, c'est toutes les connaissances de soi à soi. Et dans ce travail, que trouve-t-on là où se place Dieu? La connaissance gnostique. Qu'est-ce que c'est la connaissance? C'est la connaissance ésotérique, c'est la connaissance du mystère. C'est à un moment donné de s'arrêter et de penser, de méditer les noms de Dieu. Ce que nous avons dans la tradition, les 99 noms de Dieu. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on comprend Rahman, Ar-Rahim, El-Malik, El-Quddus. Tout ça, c'est à l'intérieur. Et là, vous avez les 3 dimensions. L'extériorité par la raison, l'intimité par l'émotif, le psychologique et le spirituel, et l'élévation à partir de là. Mais pour monter à partir de là, il faut être allé là-bas. Il faut que tu partes là-bas pour revenir là. Et c'est quand tu es parti là-bas que quand tu reviens là, tu montes là. Parce que là te parle de là, et là te dit, souviens-toi d'où tu viens et où tu vas. Cette connaissance-là, ces 3 dimensions de la connaissance, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer dans ce petit moment de réflexion spirituelle? C'est que la vraie connaissance, elle n'est pas dans la division, elle n'est pas dans l'éclatement, elle est dans l'harmonie, l'harmonisation. Elle est comme une symphonie en fait. Les notes viennent de différents horizons et ensemble elles permettent l'élévation. Connaître, c'est s'élever. Et si connaître, c'est se perdre, ce n'est pas connaître. Et si connaître, c'est se fragmenter, ça n'est pas connaître. Et si connaître, c'est fragmenter le savoir et ne pas trouver l'harmonie des savoirs, alors cette connaissance devient un handicap, alors que la vraie connaissance est d'abord et surtout une élévation. Que Dieu nous aide, n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie fragile, et au mois prochain, s'il plaît à Dieu.